Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur la plateforme Privilégié. Cette semaine, on accueille Alain Lachance. Bonjour Alain, comment ça va? Ça va bien. C'est excellent. Premièrement, merci d'être venu dans nos studios. Ça me fait plaisir. T'es dans notre première saison de Privilégié. Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens très bien, puis je me sens privilégié. Ah, c'est bon! J'aime ça, j'aime ça. Excellent. Écoute, Alain, on a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui par rapport à ton parcours qui est impressionnant, je tiens à le dire. On a des points communs, on se le disait tantôt hors studio. Tu es parti de ta compagnie de construction À 26 ans. Et voilà, et comme vous le savez, j'ai 26 ans et j'ai aussi une compagnie de construction, mais je l'ai partie à 23 par contre. Je t'ai battu. Tu me devances. Écoute, Alain, moi je te connais un petit peu. On a parlé hors caméra. Pour les gens qui nous écoutent, qui es-tu? Ben moi, je suis... écoute, je suis un jeune qui... Ben, je suis un jeune. Tu es un jeune dans l'âme. Ouais, je suis un clairement. jeune dans l'âme, c'est ça. Moi, je suis un gars qui... écoute, j'aime tout ce qui n'est pas standard, tout ce qui n'est pas conventionnel, tu sais. Puis, moi, je me définis comme un peu une bébite. OK. Ouais. Je suis un peu une bébite. Puis, c'est drôle que le plus gros de ma carrière, moi, c'est comme entrepreneur général. OK. Mais j'ai tout le temps eu un rêve en moi qui était bien gros axé pour l'art. T'sais. Puis j'avais étouffé ça parce que d'où je viens, moi, j'ai été élevé dans une grosse famille où c'était le travail, concret qui... L'ancienne génération. On va dire ça comme ça. L'ancienne génération qui travaillait fort, mais je tiens à dire que c'est pas l'ancienne génération. C'est juste que ma génération n'a pas compris que c'est comme ça qu'il fallait avancer. C'est ça. Puis, fait que finalement, l'art pour nous autres, c'était vraiment pas accessible, si on veut. Il fallait travailler. Ouais. Fait que, j'ai un autre point en commun avec toi qu'on parlait aussi, c'est que j'ai laissé l'école en secondaire 4. Oui, effectivement. Puis, j'ai laissé l'école en secondaire 4, puis j'ai travaillé dans l'entreprise familiale toute ma jeunesse. Puis, c'est là qu'à 26 ans, j'ai parti entrepreneur général avec mes frères. Puis, ça fait que tout le côté des arts, le côté qui était vraiment artistique, je l'ai tout le temps gardé. Je l'ai tout le temps... C'était une passion, c'était un hobby, dans le fond, initialement, pendant que tu étais entrepreneur général. Puis dis-moi, entre le moment où tu as lâché l'école, le secondaire 4, et le 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ces époques-là qui t'ont amené à devenir entrepreneur général, qui t'ont finalement amené à devenir la première galerie d'art galerie résidence de l'île de Montréal? Ben, tu vois, du secondaire 4 à aller à 26 ans, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale qui était une ébénisterie architecturale. OK. On faisait de l'ameublement haut de gamme. T'sais. Fait que j'ai été ébéniste durant une dizaine d'années. Puis après ça, c'est là qu'à 26 ans, j'ai parti entrepreneur général. Puis pourquoi le switch d'ébéniste à entrepreneur général? C'est que quand on s'est dissocié avec mon père au niveau de l'ébénisterie, on avait une clause de non-concurrence. Ah, je comprends. Fait que tu ne peux pas repartir la même chose. C'est ça. Fait que c'est là qu'on a bifurqué vers entrepreneur général, puis qui était un domaine connexe, mais qui était quand même de l'inconnu pour nous autres. Fait qu'on a été comme forcé un petit peu à prendre cette route-là. OK. Puis on a relevé le défi, puis... tu vois, ça, c'est en 88. On a fondé ça en 88. J'étais même pas né, Alain. Je suis en 95. Mais c'est magnifique. Continue. Fait qu'on a fondé ça en 1988. Puis moi, tu vois, j'ai racheté mes frères en fin 99, début 2000. Puis ça, tu vois, après ça, j'ai gardé ça de 2000 à 2... Bien, je l'ai toujours. Entrepreneur général, j'ai toujours la compagnie, mais je l'ai mis en veilleuse en 2019. OK. Puis, ça a été pas mal gros. Écoute, j'avais 30 employés à temps plein dans les bureaux, juste dans les bureaux. Ah ouais? Puis j'en avais une vingtaine, ces chantiers une vingtaine de surintendants. Tabarouette. Puis, on travaillait coast to coast. Combien de portes tu as construit, mettons, pour moi-même avoir un bagage en immobilier? Mettons qu'on parle de portes résidentielles. Non, moi, je n'étais pas dans le résidentiel, c'était dans le commercial. OK. Fait qu'on travaillait beaucoup dans les centres commerciaux, puis on fait beaucoup de restaurants, des bureaux, des choses comme ça. Puis ton parcours est assez impressionnant parce que tu as aussi collaboré dans cette compagnie-là qui s'appelle la compagnie de construction. Est-ce qu'on peut la nommer? Oui, c'est Conception Cama. Conception Cama, c'est l'entreprise qui a conçu les chambres du Ritz-Carlton, de ce que j'ai entendu parler. Est-ce que c'est possible? Non, pas les chambres. Le dernier projet que j'ai fait là-bas, c'était un penthouse que j'ai fait au Ritz-Carlton. Quand même. Ça. Non, c'est vraiment... C'est prestigieux. Un des beaux projets qu'on a fait, c'est Autrenfroux avant qu'il déménage chez Ogilvy. Ouais. On a fait Autrenfroux qui était sur la rue Sherbrooke. Oui, je me rappelle. C'était là une dizaine d'années à temps plein. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vraiment des beaux projets du haut de gamme. Ça. Excellent. Puis
On en parlait tantôt. Fait que ton parcours entrepreneurial montre à loin. Présentement, ton projet principal, c'est Cerise, c'est bien ça? Oui, présentement, oui. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, j'étais tanné. Les marchés sont de plus en plus compétitifs, puis Ouais. qui sont pas nécessairement tout le temps le fun. Puis ce qui arrive, c'est qu'en dernier, j'étais tanné de tout le temps soumissionner. J'étais rendu que je soumissionnais à peu près du 10 pour 1. Puis du 10 pour 1, j'ai dit, bof, je veux réorienter. Fait que j'ai voulu aller vers les arts pour. J'ai dit, je vais approcher les arts pour aller chercher une clientèle qui est plus nichée, qui est plus Ouais. exclusive, qui Je est plus comprends. exclusive, qui veut la qualité, qui veut le souci des choses bien faites. Puis finalement, c'est là que j'ai décidé de partir Cerise. Puis que j'ai parti Cerise pour bifurquer vers les arts pour aller chercher la clientèle, point de vue entrepreneur général. Puis finalement, j'ai tellement eu la piqûre, puis ça a tellement bougé d'une façon positive où ce que je me retrouvais, tu sais, le fameux contact avec les arts. Ouais. Puis fait que finalement, j'ai jamais recommencé au niveau de la construction. Je me suis concentré vers les arts. C'est ça. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis, je suis curieux de savoir, Alain, tu as un parcours atypique, on va dire ça comme ça, malgré que je vois une corrélation entre le fait que tu travailles en construction de prestige, donc on en parlait hors caméra, c'est des constructions de luxe, du haut de Ouais, gamme que tu ouais. faisais. Les arts s'adressent à une clientèle privilégié, on va utiliser ce mot-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut se payer un Picasso à je sais pas combien de millions de dollars ou même un Monet à 1,2 million de dollars. Le sujet du jour aujourd'hui, comme tu le sais, c'est les NFT. Hein. C'est très populaire. On va parler de ça, de justement qu'est-ce que les NFT vont changer au monde des arts. Mais moi-même, je suis très curieux des arts. Je suis passionné des arts, mais j'ai jamais fait le saut d'acheter une œuvre d'art directement. Je l'ai acheté virtuellement, les fameux NFT. On va en parler tantôt. Est-ce que c'est un bon achat? On en parle dans sous peu. Puis dis-moi, ta vision 3 ans là-dedans, on reste dans le monde du prestige. Cerise s'en va où dans 3 ans? Ou Alain de la Chance s'en va où dans 3 ans? Moi, j'adore René sans filet. J'adore. J'aime pas faire les plans de carrière. J'aime pas. Moi, ce que je fais, c'est que j'y vais bien, bien gros. Puis je sais que c'est pas la méthode, là. Mais moi, j'y vais bien, bien gros par intuition, par feeling. OK. Fait que je me laisse guider. Puis moi, ce que j'ai appris au long de ma vie et ma carrière, c'est que tu as beau essayer de planifier les choses. Puis surtout aujourd'hui, je trouve que ça change d'une façon. Puis si on regarde juste un exemple avec la pandémie, Ouais. tout le monde qui avait essayé de prévoir ou planifier des choses, il C'est n'y a impossible. rien qui a tenu. Fait que j'aime pas beaucoup planifier comme ça long terme. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'y aller par impulsivité, puis par goût, puis OK. tu sais, je suis un passionné, je suis un gars qui est ultra passionné. Fait que je marche comme ça. Fait que pour moi, de me dire où je m'en vais dans 3 ans, je le sais pas, je me laisse porter. Surtout à l'âge que je suis, à l'étape que je suis dans ma vie, j'aime beaucoup, beaucoup dire ça m'intéresse. Oups, il y a une autre affaire plus intéressante, je m'en vais là. Puis des fois, c'est des situations aussi qui t'obligent à changer de route. Un peu comme quand j'étais ébéniste, puis il a fallu que je change de route pour entrepreneur général. Ou même quand j'ai bifurqué vers l'art, Ouais. c'est des situations qui m'ont amené là. Fait que, To go with the flow, comme on dit. oui, oui, oui. Ben, je trouve ça excellent. Puis parlons de flow, parlons de privilèges. Oui. Les 3 P. Les 3 P à privilégier, le mot privilège veut dire plein de choses. Ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps. Et on a une question pour toi aujourd'hui, mon cher Alain. Mhm. Ça représente quoi le terme privilège pour toi? Ben, ça va peut-être un peu avec ce que je viens d'expliquer. C'est d'être capable d'encaisser les coups. La résilience, pour moi, d'être résilient, c'est un des plus grands privilèges que j'ai, je trouve. De foncer, puis d'aller chercher ce que tu veux atteindre. Là. Oui, puis la vie t'amène tout le temps. Tu sais, la vie, c'est pas vrai que c'est tout le temps rose, puis c'est pas vrai que c'est tout le temps facile. Tu sais. Non. Tu peux regarder ça de l'extérieur, puis dire, ah, mon doux, ça va tout le temps bien, lui, blablabla. Ouais. Mais non. Peu importe qui t'es, tu as des coups durs, puis t'as des choses à te relever. Tu sais. Puis pour moi, la résilience, puis la capacité d'encaisser des coups, c'est un des plus grands privilèges, je trouve, qui peut être donné. Je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, la vérité, c'est qu'il y a 2 façons de voir la vie de mon point de vue. Soit tu vois comme la vie étant difficile. Je sais que c'est ce que tu as dit, mais je sais que tu ne la vois pas comme ça. Moi, je la vois, ça c'est ma perception, mais je la vois comme un jeu vidéo, comme un défi.
Tu sais, je me dis, tu te lèves le matin, puis ta résilience à toi, c'est de te dire, je me lève, j'ai un défi, je le sais d'avance que ce ne sera pas facile, mais je le fais. Tu sais, Puis à chaque matin, on dirait quasiment qu'il y a un reset à chaque matin. Effectivement. On repart une nouvelle game. Souvent, tu es brûlé. Mettons que tu as eu une mauvaise journée. Là tu le soir, on dirait que tout est fini. Puis tu te lèves le lendemain. Moi, en tout cas, c'est comme un reset. Je me retrouve tout le temps comme à 9 le matin. Ouais. C'est vraiment merveilleux, ça. J'adore la vie. Poursuivons avec le 2e P. Veux-tu? On part. Comment tu as acquis ton privilège? Puis je sais que tu nous en as parlé beaucoup, mais en une ou 2 phrases, mettons, comment tu l'as acquis concrètement? Là? Si je te posais la question, là, tu te dis c'est ça. C'est comme ça que j'ai acquis mon privilège. Ça peut être un mot aussi. Je te dirais que c'est en réalisant que il y a juste toi. Moi, là, j'ai vite réalisé, je te dirais dans mon jeune âge, là, qu'il y a juste toi qui peux faire en sorte que les choses vont bouger. T'sais? Fait que si toi, tu ne te prends pas en main, puis si toi, tu ne les affrontes pas, ces défis-là, avec le meilleur, le plus de positif possible, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Jamais. C'est magnifique, ça. C'est vraiment magnifique, honnêtement. Puis on dirait que j'ai déjà hâte à la fin de la saison 1 pour faire un mash-up de toutes ces magnifiques réponses-là, tout le monde qui nous écoute. Mais c'était très puissant. Et Alain, entre le Alain Lachance de secondaire 4 ou de Alain Lachance qui avait 26 ans, qui fonçait dans le domaine de la construction, dans un nouveau défi, est-ce que ta perception du privilège a changé en date d'aujourd'hui? Oui, parce que je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. T'sais. Puis moi, j'ai eu, d'ailleurs, mon jeune âge, j'ai eu des gros problèmes au niveau anxiété sévère, dépression, toutes ces choses-là. Puis tout ça, pour moi, est lié à un manque de confiance en soi. T'sais. Puis ce que j'ai acquis de plus beau au fil des années, quand on parle de résilience, c'est aussi de se bâtir une confiance en soi. Ce qui fait que tu deviens aussi résilient, c'est parce que tu as confiance de dire « je vais me relever, peu importe ce qui va arriver ». Ça a bien gros changé de mon jeune âge à ce que je suis aujourd'hui. Puis je suis curieux de te demander, pour avoir moi aussi laissé tomber le système scolaire à une certaine étape de ma vie pour une raison X, je peux la dire là, honnêtement, selon moi, d'apprendre dans la vie, c'est de faire des erreurs. Oui. Puis d'être capable de les rattraper. De la laisser là, l'erreur, elle ne disparaîtra pas. Corrige-la. Mais il faut tout le temps qu'elle te serve. Il faut tout le temps qu'elle te serve. Ouais. Moi, chaque erreur dans ma vie est un apprentissage. Puis le système scolaire, je ne l'ai pas quitté exactement pour ça, mais parce que j'avais trop d'opportunités. Puis à un moment donné, il faut que tu choisisses si tu t'en vas à gauche ou à droite. mais la réalité, ce que j'aimais pas du système scolaire, je l'aime toujours pas aujourd'hui, puis je lève mon chapeau à la Suisse qui ont enlevé ça, c'est qu'ils t'apprennent à pas faire d'erreurs. Mais dans la vie, c'est pas ça. Il faut que tu fasses des erreurs, il faut que tu essayes, il faut que tu fonces. Ah oui, exactement. Faut pas que tu apprennes par cœur comment ça marche construire une maison avant d'en construire une. Oui, tu vas à l'école, oui, tu suis. Bon, là, on se comprend, mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as jamais tapé un clou de ta vie, tu ne construiras pas plus la maison. Puis d'être tout le temps encadré, c'est pas nécessairement bon non plus. Ça te le limite. T'sais. Écoute, je peux te dire que la grande majorité des artistes que j'ai à la galerie m'ont tous dit la même chose. Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont adoré de leur parcours, c'est que c'est toute la gang, que ce soit Adornetto, que ce soit Didier, que ce soit Joanie, que ce soit Rio, c'est tous des autodidactes. Ouais. Ils n'ont pas étudié pour être ce qu'ils sont. Ils l'ont fait à partir d'eux autres mêmes. Le sculpteur Yann Normand me dit exactement la même chose aussi. C'est qu'à ce moment-là, ça leur permet de développer leurs arts sans limite. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cadre, ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent exact. En étant autodidacte. Tandis que s'ils avaient été encadrés avec les cours standards au niveau des arts, il aurait fallu qu'ils suivent les normes. Corridor. Exact. Puis c'est des artistes magnifiques. C'est dans les plus grands artistes au Québec. Là. Je suis 100%, je suis 100% d'accord avec toi et j'en profite pour rebondir sur notre sujet d'aujourd'hui. Les NFT, Alain, est-ce que tu sais c'est quoi? Je sais c'est quoi pour en avoir entendu parler, mais je peux pas dire que je suis connaisseur dans les NFT. Je suis d'accord, mais je suis content de t'accueillir aujourd'hui, puis je vais te dire pourquoi. Parce que tu as une expérience en art que je n'ai pas. Tu as un bagage en art qui est impressionnant, sur le papier, puis dans la vraie vie, pour t'avoir parlé en arrière de la caméra tantôt. Les NFT, moi, ce que j'ai comme question pour les gens qui nous écoutent, c'est le sujet du jour, si on parle de NFT et d'art, évidemment, mais est-ce une erreur, les NFT, ou pas? Puis la question qui se pose, c'est, tu t'es donné une mission qui est très humble et que j'adore, qui est de rendre accessible l'art
québécoise en plus, parce qu'on travaille avec, puis je parle pour toi, mais on travaille avec des artistes principalement québécois, ce n'est pas uniquement québécois. Comment tu vois l'art dans les prochaines années? C'est comment tu atteins cette mission que tu t'es donnée de rendre l'art accessible? L'art, pour moi, ce que j'ai réalisé Moi, j'ai plongé là-dedans, vraiment, je me suis immergé dans l'art en 2016. Puis, ce que je réalise, l'art, je compare ça beaucoup, beaucoup au vin. OK. On commence tout à prendre du vin avec un vin un peu boboche. Ouais. Puis, ça va très, très vite que le goût se développe. Un peu comme la bouffe, c'est un peu la même chose. Même principe. La bouffe et le vin, pour moi, ça se compare beaucoup, beaucoup à l'art. Tu commences timidement et puis tu apprends, tu développes les goûts d'une façon assez rapide. Puis selon la personne, tu peux perdre le contrôle assez vite. Tu peux vraiment adhérer à ça d'une façon assez exceptionnelle. Puis ça fait exactement le même feeling. Ça fait exactement le même feeling. Puis l'art au Québec, pour moi, ça ne fait que commencer. Puis si on parle de l'art comme un mouvement qui se produit présentement, comme tu viens de le dire, il y a une dynamique derrière ça, il y a une passion qui se crée quand quelqu'un s'initie. Moi, le vin, je ne peux pas m'en passer, là, je vais être franc. C'est 500$ par semaine à sac garanti, des bonnes bouteilles. Je ne suis pas alcoolique, là, mais un verre de vin le soir éloigne le docteur pour toujours, ou l'inverse, ça, c'est pas encore prouvé. Mais je me demande, qu'est-ce qui donne la valeur à un tableau qui est dans ta galerie résidence, mettons? C'est la notoriété de l'artiste. C'est tout le temps l'offre et la demande. Écoute, quand j'ai rencontré Didier, il y a à peu près 2 ans, écoute, Didier, il débutait. Puis, écoute, ça n'a vraiment pas été long. Là, 1 an à peu près, il était booké jusqu'à la fin 2023. Il était booké d'avance jusqu'à la fin. Booké pour faire des tableaux sur mesure pour des clients. Oui, exactement. Ah ouais. Fait que c'est donc dire que tu ne pouvais pas l'avoir. Il fallait que tu attendes ton tour en début 2023 Quand même, hein? avant d'avoir la possibilité d'avoir une toile de Didier. Fait que ça crée. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. C'est comme aujourd'hui dans les maisons. C'est l'offre et la demande. Puis le parcours de l'artiste. Plus que l'artiste, prends comme je regardais mon ami Rio, il est allé à Miami, il a fait vraiment un bon hit là-bas. Okay. Fait qu'à ce moment-là, plus que l'artiste, mettons, s'expatrie à l'extérieur, il fait des gros shows, c'est la visibilité. Fait que dans le fond, c'est une notoriété liée à l'artiste. Oui. Qui donne, un peu comme une célébrité comme Justin Bieber va coûter $1 demi-million pour faire un show, qui va donner la valeur de l'art. Et là, j'aimerais expliquer pour nos auditeurs c'est quoi un NFT, mais aussi pour toi, Alain, parce que je pense qu'il y a un concept là-dedans, puis ce que je veux trouver aujourd'hui avec toi, c'est des corrélations par rapport à la propagande NFT, qu'on va appeler la vague des NFT, et à, l'explosion de l'art dans le marché québécois. C'est-à-dire l'ascension de l'art puis l'engouement qu'il y a derrière. Un NFT, en ce moment, les gens ils pensent que c'est la vidéo de singe à 1,8 million que tu peux acheter sur Facebook. Là, tu as vu ça passer, c'est sûr, tout le monde en parle. Ouais. Ça s'appelle des Bored Ape. Puis c'est super populaire. Puis on essaiera d'avoir une discussion sur pourquoi ça vaut 1,8 million, cette affaire-là. Quand même, ça m'étonne. C'est pas ça que j'ai acheté. J'ai acheté un NFT à 200$ en me disant, je n'ai acheté un. C'est un checklist, comme m'acheter un super panneau pour mettre ma face dessus. Il fallait que je le fasse. Mais le NFT, concrètement, n'est pas le dessin. Savais-tu ça? Tu dis les gens pensent, c'est comme si, comment je peux te dire, un tableau, okay? C'est une peinture. Le tableau, c'est juste ce qu'on a utilisé comme ici présent pour pouvoir faire l'art. L'art étant la peinture, étant pas la toile n'est pas en elle-même l'art, on est d'accord? Et les gens appellent des NFT des NFT. Les images, en fait, ils les appellent des NFT, mais en réalité, la NFT, c'est une technologie. Et c'est ça qui est intéressant parce que dans l'art ou dans un acte de vente de maison, pour donner une corrélation par rapport à la construction là-dedans, ce qui a une valeur, c'est l'officiel, dans le fond, l'authenticité de l'unique document d'acte de vente ou l'authenticité du tableau, comme quoi il est unique. C'est ce qui lui donne de la rareté, c'est ce qui lui donne une partie de la valeur, mais on va aller plus loin là-dedans tantôt. Et un NFT, c'est une technologie basée sur le blockchain qui, au lieu d'un humain qui a signé un certificat, vient authentifier que la photo que tu achètes de singe ou de peu importe quoi est l'authentique, l'unique copie officielle. Et c'est ça que les gens appellent un NFT, mais au final, ils achètent de l'art numérique
certifiés par NFT. C'est intéressant, non? Hein? Oui. Donc, considérant ça, puis là, on va aller plus loin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un NFT, ça a été créé par une firme allemande d'avocats. Et le concept d'NFT a été créé à la base pour signer des contrats. Et au même titre que dans plein de genres de choses, exemple le finger spinner. Les gens ils pensaient que tu te rappelles du finger spinner là, que tout le monde parlait, là, ça concentre, c'est fait pour les gens qui ont des troubles d'attention. Oui, le fidget spinner, oui. je le dis mal. Ça n'a pas été inventé pour ça à base. Mais il est devenu populaire parce que des enfants se sont dit je vais jouer avec pendant mes cours, puis ça a créé un mouvement de masse. Ça a été créé pour quoi? J'en ai aucune idée, mais c'était pas pour ça. C'est une bonne question, mais ça n'a pas été créé pour ça. Puis le NFT n'a pas été créé non plus pour authentifier de l'art numérique. Par contre, je vois quand même un potentiel là-dedans. Parce que d'acheter un tableau, mettons, chez Cerise, comment ça fonctionne? Moi, je vais acheter un cadre, mettons, demain matin, je veux décorer ma maison. Comment ça marche? Ben, ça marche que tu viens chez moi, tu sélectionnes ce que tu veux, puis on fait une vente comme une vente standard. Comme une vente aux enchères, ou tu fais des fois des soirées, mettons, puis là, les gens viennent puis ils regardent les tableaux des artistes? Cerise, on n'est pas une galerie standard. Tu sais. Okay. Premièrement, chez Cerise, il n'y a rien qui est en consigne. Cerise, nous autres, on n'achète que des coups de cœur. Fait que toutes les œuvres d'art sont payées à l'artiste pour l'encourager. J'en ai au-dessus de 250. Puis les œuvres d'art sont toutes achetées. Ils appartiennent toutes à Cerise. Didier, la première fois que j'ai acheté de Didier, j'ai acheté 11 toiles dans un coup. Fait que la différence d'une galerie, c'est que l'artiste est payé tout de suite. Exact. C'est donc dire, c'est là le concept de Cerise, c'est que je trouve à acheter avec un escompte. Le but étant d'acheter avec un escompte pour être capable de revendre au même prix que monsieur, madame, tout le monde pourrait acheter à cet artiste-là. Okay. C'est donc dire quelqu'un qui vient acheter chez Cerise n'est pas désavantagé. Il paye le même prix que s'il achèterait directement à l'artiste. Puis l'avantage qu'il y a, l'avantage qu'on donne, c'est qu'il y a un inventaire. Tandis que tous les artistes sont tout le temps en rupture de stock. Les artistes qui sont connus, je parlais tantôt de Adornetto, de Rio, de Didier, de Joanie, de Yann Normand, sont tout le temps en rupture de stock, ils n'ont pas d'inventaire. Fait que la différence avec Cerise, c'est que j'ai un inventaire. Et puis, c'est toutes des visites privées. C'est toutes des visites privées, 3-4 personnes maximum. Ah ouais. Fait que, à ce moment-là, c'est vraiment... venez chez Cerise, c'est vraiment... Le nom complet de Cerise, c'est Cerise Créateur d'expérience. Okay. C'est vraiment ça que je voulais créer. Quand tu rentres dans la résidence, c'est des œuvres d'art plancher, plafond. Il y en a partout. Il y en a J'ai vu des photos. Il y en a dans les bureaux, il y en a dans les toilettes, il y en a partout. Écoute, Alain, je profite de ça parce qu'on a la vidéo et bon, nous, on ne va pas parler pendant 3 minutes, mais on vous invite à regarder ça. Est-ce que tu nous permets de rentrer chez toi? Oui. Excellent. Oui. Fait que rentrons chez toi, Alain. Fait que quand tu nous disais plancher-plafond, comme on vient de le voir, c'est vraiment plancher-plafond, hein? Oui, définitivement. Écoute, on s'est téléporté. Mais sincèrement, puis tu habites dans cette résidence-là, hein, je pense? Oui. Écoute, je me fais poser la question, je pense à chaque visite, le monde il me demande, est-ce que tu habites vraiment ici? Oui, c'est merveilleux. Je vais dire, le matin, la vibe avec le café, c'est non-stop, c'est tout le temps pareil. J'ai tout le temps une vibe hyper positive le matin. J'adore que tu crois à l'art, en fait, que tu sois passionné d'art au point de baigner dedans. Je peux-tu te poser une question par rapport au privilège? Oui. Est-ce que c'est une question croustillante, est-ce que c'est plus payant l'art ou la construction? Je te dirais, ça dépend. Ça dépend bien gros. Je ne peux pas dire un est plus payant que l'autre.
Mais on le sait qu'on ne travaille pas pour de l'argent dans la vie. T'sais, comme je dis souvent dans mes podcasts, moi, je ne travaille jamais. Je m'amuse. Puis si tu travailles pour de l'argent, c'est pas ma philosophie, mais je suis curieux de savoir au niveau, sans rentrer dans les chiffres de Cerise, est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre de Cerise? Là est ma question. Aujourd'hui, non, pas encore, parce que Cerise est vraiment nouveau. Okay. J'ai parti Cerise en début 2020. Okay? Fait que c'est relativement nouveau avec la pandémie en plus. Oui, ça l'a pas aidé, c'est non, ça. je ne peux pas dire que je vis au niveau que Cerise est assez rentable pour me faire vivre parce que l'argent est constamment réinvesti. Ça fait plusieurs centaines de milliers de dollars que j'investis là-dedans. L'argent est comme tout le temps réinvesti. Mais par contre, pour moi, Cerise, c'est comme tellement wow. C'est tellement enrichissant que... Par contre, au niveau de rentabilité, c'est pas compliqué. Là, on parle d'une augmentation d'à peu près 10 d'une façon assez générale. Là. L'augmentation de chaque œuvre d'art est à peu près de 10 par année. OK. Fait qu'il y a une augmentation de la valeur par rapport à un tableau. Là. Oui, définitivement. Moi, je ne stresse jamais. Moi, j'ai des œuvres d'art que j'ai depuis le début en 2020, début 2020. Okay. Des œuvres d'art qui sont là, puis ça ne me stresse pas de ne pas les vendre tout de suite. Okay. Parce qu'il y a tout le temps l'augmentation qui va. C'est un peu comme l'immobilier. L'immobilier, c'est pas stressant. Non, c'est une valeur sûre, on va se le dire. Puis en fait, l'idée, c'est que. Puis je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Alain. Tu as beaucoup d'expérience. Dis-moi, est-ce que c'est l'or qui augmente de valeur ou c'est l'argent qui en perd? C'est une bonne question. Hein? Non, je dirais, il y a aussi ça. Mais ce qui arrive, c'est que les œuvres d'art prennent de la valeur parce que ça dépend encore là. On parlait tantôt des artistes. C'est sûr qu'il faut que tu choisisses les bons artistes. 100%. Les artistes, ça peut être un artiste émergent. Ça peut être aussi un artiste qui est très reconnu. Okay? Ouais. Mais ça prend tout le temps des artistes qui évoluent. T'sais. Exact. Si tu achètes les bons artistes, il y a vraiment... c'est un peu comme n'importe quel autre placement. Mm-hmm. À 100%. Je prenais une petite gorgée d'eau en attendant. Mm-hmm. J'adore, puis j'aimerais qu'on fasse des corrélations avec le NFT. C'est un peu là que j'essaye de nous amener. J'ai une anecdote là-dessus. Vas-y donc. À un moment donné, à Dornetto, on en parlait, puis c'est ça qu'on disait, on parlait du fameux 10 par année à peu près. Ouais. Puis là, il dit ouais, puis il dit ça, c'est sans compter quand l'artiste meurt, il dit, tu vas chercher à peu près 50 de plus. Les œuvres prennent un 50 de plus. T'sais. Non, mais fou. Puis, fait que j'ai dit, écoute, tu devrais pas me dire ça. Je dis, avec toutes les Adornetto que j'ai chez nous, tu devrais pas me dire ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il parce que j'aurais pu y faire la job. On prend pas ça au sérieux du tout. Non. Mais OK, je comprends. Mais écoute, c'est génial. Puis selon toi, je vais te donner un exemple. Le marché du NFT en ce moment évolue énormément parce qu'en fait, c'est de l'art numérique. Donc, au même titre que Cerise, mais complètement différemment. C'est-à-dire que c'est des marketplaces qui permettent d'acheter l'art qui est mis en caution, en fait, là, qui n'est pas préacheté comme toi. Je considère que tu es quelqu'un qui contribue énormément à l'économie d'ici, en passant, parce que tu encourages tous ces merveilleux artistes à continuer. Tu les finances d'une certaine partie et tu les finances par ta passion, mais aussi avec de l'argent que ça leur prend pour payer leur loyer. T'sais. Puis tu vois, les artistes, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'eux autres, ils me donnent un escompte pour être capable justement de rentabiliser ma business. Puis moi, en retour, je fais énormément de publicité. Je fais des événements. Okay. J'ai les réseaux sociaux, j'ai mon site web. Je fais énormément de visibilité aussi pour les artistes. Fait qu'à ce moment-là, c'est aussi une plus-value pour eux autres. T'sais. Fait que c'est vraiment... j'aime beaucoup travailler sous forme de win-win. Oui, c'est les meilleures relations gagnantes. Puis dis-moi, je suis vraiment curieux parce qu'aujourd'hui, on accueille quelqu'un, mesdames et messieurs, j'ai aucune expérience en art. Je vais être franc, là, c'est un des jalons que je n'ai pas encore touché dans ma vie. Ouais, tu viens dans la galerie. C'est clair que j'accepte à volontiers ton invitation, mais dis-moi, pour les gens qui nous écoutent, un NFT, ça varie d'$1 à 4,8 millions. C'est très variable. L'art accessible de chez Cerise, on part de combien jusqu'à combien si je veux mettre un beau tableau unique chez nous? Tu vois, moi, j'en ai... ça part à peu près dans 3 000 $. Puis, ça peut monter... ça, on parle des originaux. Okay. Parce que j'ai aussi des reproductions qui sont moins chères. Mais sinon, dans les originaux, tu peux partir de 3 000 puis ça monte à peu près jusqu'à 35 000. Quand même. Ouais. Puis là, ça vient qu'un certificat d'authenticité, comme le NFT nous authentifie un dessin de singe. Exactement. Parfait. Mais beaucoup plus beau, puis réel dans votre maison.
Tangible. Tangible. Moi, ce que j'aime, c'est que j'avais des placements. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je me suis remis en question à dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue avec l'argent au niveau des placements ou je fais des placements, mais avec du tangible? J'aurais pu le mettre dans de la brique, dans des bâtiments. Mais en le faisant avec les arts, ce qui est merveilleux, c'est que contrairement à avoir de l'argent dans des placements à la banque, ben là, tu as ton placement qui est de toute beauté devant toi à tous les jours. C'est vraiment merveilleux comme placement. J'y adhère. Je passe clairement à faire un tour, puis justement, je rénove ma maison. En passant, vous allez sûrement voir ça sur les réseaux sociaux. Fait que j'imagine que ma conjointe va vouloir qu'on achète quelques cadres. Mais pas à 35 000, je suis pas rendu là. Écoute, Alain, c'est déjà la fin. J'ai 2 dernières questions pour toi. Oui. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie entrepreneuriale, ça serait quoi? Mon doux, bonne question. C'est difficile. Je peux pas te dire que... Sais-tu, je changerais rien. Je changerais rien parce que j'ai tout le temps amené... Moi, je suis vraiment du type de personne qui pousse à bout. Avant de prendre une direction, je vais m'assurer que j'ai vraiment, vraiment poussé à bout tout ce que je voulais pour jamais regretter. Puis je suis de même dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. J'ai jamais de regrets. Fait que non, je ne changerais rien. Puis, mettons que je pousse un peu plus une chose. Oui. Une chose là, que tu te dis, j'aurais aimé, parce que je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je ne changerais rien à mon parcours parce que le négatif du parcours m'a amené du positif par l'apprentissage. Mais mettons qu'on jase entre 2 entrepreneurs. Là. Une chose que tu effacerais de ton livre. Tu aurais aimé mieux ne pas faire. Ce serait quoi? Je peux te dire que j'aurais pas été associé. OK. Ouais. Ben, c'est j'aurais bon. pas été associé. L'objectif étant de donner des conseils, donc... ça, c'est bon pour moi, mais ça veut pas dire que c'est... Tu sais, je connais du monde qui sont associés, qui réussissent très, très bien. Mais dans mon parcours à moi, j'aurais aimé mieux être solo. OK. C'est parfait. Puis, si je te demande, justement, parlant d'inspirer, pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur conseillerais? De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, puis de ne pas suivre les lignes directrices, de suivre ce qu'eux ont en eux autres mêmes, de laisser émerger. Puis s'ils ont un feeling vers telle ou telle chose, d'y aller, de ne pas avoir peur, puis d'y aller. Sur ces mots, c'est magnifique. Merci beaucoup, Alain, d'être venu nous voir aujourd'hui. Je vous invite à aller voir Alain Lachance chez Cerise. C'est à Saint-Lambert, très proche de chez vous. Et nous, on se revoit la semaine prochaine.